Bonjour, bienvenue au Talk. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui n'est pas déçu par Alexis Tsipras, mais qui est fâché par Emmanuel Macron. Emmanuel Cos, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Alors, on connaît maintenant le nouveau programme d'Alexis Tsipras, programme de réforme. Il l'a donné hier soir. Vous n'êtes pas déçu, ça vous convient. Vous dites tout ça pour ça, après un référendum, finalement, accepter des propositions qu'il avait refusées avant ? Je pense que ça, c'est une manière de présenter les choses. Et on peut aussi dire Alexis Tsipras a été chercher une réponse et une majorité au sein de son peuple. Il l'a obtenue. Et il a repris la négociation et aujourd'hui, il demande tout simplement quelque chose de très fort, c'est le rééchelonnement de sa dette et qu'on reconnaisse que ce qu'on lui demandait jusque-là est impossible à tenir. Donc vous dites, il a accepté quelques réformes, il en a accepté certaines, y compris certaines qui pour moi vont vers plus de justice sociale. Parce Lesquelles, que par exemple ? Taxer plus les armateurs, taxer plus un certain nombre d'activités me semble extrêmement importante. Et je vous rappelle que par ailleurs, il a refusé notamment l'augmentation de la TVA sur l'électricité, qui était une mesure extrêmement contesté dans son pays. Mais c'est pas un peu bizarre d'avoir fait un référendum en disant les propositions ne vont pas dans le bon sens, votez non, et au fond reprendre dans la grande majorité, même s'il y a d'autres éléments comme vous le dites, à peu près quand même les mêmes propositions ? Vous avez sûrement lu comme moi des articles récents qui parlent de l'état de négociation jusqu'à la semaine dernière et des propos extrêmement durs tenus par les négociateurs européens envers les Grecs, des éléments qui n'étaient pas sortis jusque-là publiquement. Et je crois que s'il y a eu ce référendum, c'est aussi parce qu'à un moment, les responsables européens n'ont pas voulu chercher l'accord avec Tsipras. Ce qui s'est passé après ce référendum, c'est il a imposé l'idée que la Grèce ne peut pas sortir de la zone euro, sinon ça sera une catastrophe pour toute l'Europe. Et là-dessus, je pense qu'il a gagné un point politique. Et deux, quand on voit François Hollande qui, malgré tout, malgré les limites posées par Angela Merkel, essaie d'obtenir un accord. En tout cas, il semble s'en donner les moyens. Je pense que ça a aussi un peu changé la donne sur le débat européen. Alors justement, vous parlez de François Hollande. François Fillon, hier, dans le Figaro, disait finalement, en finassant, Hollande met en péril les négociations. Vous inscrivez en faux. Vous savez, moi j'arrête de réfléchir à ce que pensent les Républicains sur le sujet. J'ai vu Nicolas Sarkozy très contre une renégociation il y a 3 jours. Il y a 2 jours, il explique qu'il faut renégocier. Ils ont des propos sur Tsipras absolument ahurissants. J'entends ce matin NKM qui compare la Grèce à la CGT. J'ai même pas compris l'image qu'elle allait chercher. Donc je pense qu'aujourd'hui la question, c'est pas juste de faire la petite phrase qui fait plaisir aux Républicains, c'est de savoir si demain l'Europe et la zone euro ont une réponse à des pays comme la Grèce, mais aussi demain à d'autres pays très endettés. Vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent dimanche, vous les encouragez à accepter le plan de Tsipras. Je le disais déjà avant même les propositions. Je pense que les responsables européens doivent aller beaucoup plus vite sur la recherche d'un accord. Et aujourd'hui, Tsipras a fait des propositions très fortes, très engageantes pour son pays. Il demande en échange un engagement fort, un plan d'accompagnement extrêmement important pour son pays. Et je crois qu'il faut maintenant trouver une solution. Alors un deuxième sujet là sur lequel peut-être vous êtes moins d'accord avec François Hollande, c'est la loi Macron. Elle a été votée, enfin pas votée, mais adoptée puisqu'il y a eu le 49.3 et il y a eu un amendement déposé à la dernière minute. Ça concerne l'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure dans la Meuse. Et alors c'est un sale coup là qu'on vous fait. C'est plus qu'un sale coup, c'est un passage en force sur le nucléaire, comme l'État français depuis 40 ans est habitué à le faire. Oui, alors, la différence, c'est que vous aviez signé des accords avec François Hollande en 2012. Ce sujet-là n'a jamais été abordé. Il n'empêche qu'en décembre dernier, j'ai vu expressément Emmanuel Macron au début du débat sur sa loi pour lui expliquer que je trouvais ça inadmissible qu'on mette dans sa loi le projet de CIGEO, qui est un projet quand même la Cour des comptes dispute, en estimant qu'aujourd'hui on ne le connaît pas extrêmement bien. On ne sait pas s'il coûte 14 milliards ou 28 milliards. On ne sait pas si l'enfouissement des déchets nucléaires est utile et si vraiment ça permet de nous protéger de ce que vont émettre ces déchets nucléaires. Beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui sont engagées sur la question du nucléaire sont très dubitatifs sur ce projet. Et là, en catimini, hier matin à 10h du matin, on retrouve un amendement qui a été déposé par M. Longuet au Sénat, qui est soutenu par les socialistes en Assemblée. Pour moi, c'est un coup de force qui est inadmissible. Nous l'avons dit, je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit au Président de la République.
Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Parce qu'ils l'ont accepté. En fait, ça s'est fait quand même avec eux. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Voilà. C'est eux qui l'ont fait. Moi, je trouve ça inadmissible. En plus, je pense qu'aujourd'hui, à un moment où on a besoin de démocratie dans ce pays, déjà, le passage en force sur la loi Macron, y compris le 49.3, est à mon avis une erreur depuis le début. Et je l'ai toujours défendu. Et maintenant, en plus, on en rajoute, et y compris, on fait ça par la petite porte. C'est pas une bonne manière de faire de la politique, et c'est encore moins une bonne manière de le faire sur des sujets aussi importants que l'enfouissement des déchets nucléaires. Quelles conséquences vous voulez en tirer pour la suite ? Dans le fonctionnement peut-être de la majorité. Par exemple, si la droite avait déposé une motion de censure là, à la suite de ce 49.3, vous auriez réfléchi à la voter? Je crois que de la même manière, notre groupe, depuis le début, n'a pas souhaité voter les motions de censure qui ont été déposées à plusieurs reprises sur le 49.3, parce qu'on ne s'y retrouve pas et que pour nous, s'il doit y avoir une rupture, elle ne se fait pas parce que la droite a décidé de le faire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais là, en l'occurrence... Mais par contre, sur la question du nucléaire, très clairement, il y a une rupture de confiance qui est très claire. Nous l'avons dit à toutes les personnes concernées. Maintenant, c'est à eux d'en tirer les conséquences. On attend toujours des réponses sur Fessenheim et sur sa fermeture. On attend un engagement très fort sur la transition énergétique qui revient, je le rappelle, à l'Assemblée nationale dans moins de 10 jours. Et j'espère bien que ce qui a été possible là, en catimini, dans un accord PS républicain au dernier moment sur CIGEO, ne va pas arriver, notamment sur la question de l'éolien et du développement de l'éolien dans ce pays, puisqu'on a beaucoup de lobbies, notamment ceux du nucléaire, qui ne veulent surtout pas qu'on avance sur les énergies renouvelables. Donc et je vais vous dire, l'examen de passage, c'est pas moi qui le passe maintenant, c'est le gouvernement pour montrer sa bonne foi dans ces questions-là. Quand vous dites il y a une rupture de confiance, ça veut dire que si on se projette sur 2017, vous serez encore plus vigilant sur des accords que vous allez passer. Mais on a toujours été vigilant sur les accords que vous savez. Oui, mais les accords de 2012, en l'occurrence, pour l'instant, ça devait fermer des centrales. Ça doit fermer une centrale, celle de Fessenheim, et justement, c'est pour ça que j'en reparle et que cette fermeture doit maintenant intervenir. Et par ailleurs, notre accord de 2012 disait une nouvelle politique énergétique de la France, et nous allons voir jusqu'où ira la loi de transition énergétique qui est réexaminée la semaine prochaine. D'accord. Vous allez être engagé à la rentrée dans un combat pour les régionales. Vous l'êtes déjà, mais disons que la campagne va vraiment bien démarrer à la rentrée. Avant de parler de l'Île-de-France, il y a deux régions, PACA et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où le Front National est en position de gagner. Et pourtant, vous êtes en liste concurrente avec celle du PS, qui fait que le PS arrive en 3e position. Est-ce que la possibilité d'une victoire du Front National fait que vous allez revoir votre position, faire une liste commune avec le PS, ou c'est pas du tout d'actualité? Nos militants dans ces deux régions dont vous parlez se sont donné le temps de discuter de cela, notamment dans Pas-de-Calais et Picardie. Ils se sont donnés jusqu'en septembre pour décider de ce qu'ils feront. Mais je vais vous dire, ce qui fera... C'est possible. Ce qui battra la droite ou le Front National dans cette région, c'est pas un accolement de liste. C'est une dynamique à gauche et une dynamique de transformation. Et la dynamique, elle est plus forte quand vous vous êtes rassemblés. La dynamique, elle est plus forte quand on est mobilisé et qu'on répond sur le terrain au désir de transformation dans cette région, à la pauvreté, à la précarité et aux besoins d'emploi qui sont extrêmement importants dans cette région. C'est comme ça que ça se passe. Et après, la dynamique, vous la créez aussi dans des seconds tours. Parce que qui est uni au premier tour n'a pas beaucoup non plus de réserve de voix au second. Donc il faut aussi regarder les deux moments de cette élection. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne gagnera pas ces régions si on n'a pas des propositions très fortes sur les préoccupations des habitants de ce pays. Martine Aubry laisse entendre que si le PS arrive en 3e position dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, avec un Front National qui serait en première position en possibilité de gagner, au fond, il faudrait presque retirer la liste socialiste. Écoutez, j'ai vu chez les socialistes beaucoup de positions très différentes, y compris Manuel Valls qui dit que quoi qu'il arrive, il ne faut pas se retirer pour garder une représentation. Au risque de faire passer le FN. Mais vous, c'est quoi votre position? Moi, ma position, c'est qu'on est aux élections à la proportionnelle, donc les citoyens ont le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui, il y a malheureusement une adhésion très forte envers le Front National dans ce département, dans cette région. Il n'empêche qu'avoir une région où une grande force politique n'est pas représentée n'est pas non plus vivable. Et donc la question du pluralisme, elle impose aussi qu'on se batte pour avoir des élus, et y compris au second tour. Et je pense qu'il n'y a rien d'automatique. Il ne faut pas réfléchir par principe, il faut réfléchir confronté à la réalité, confronté à l'expression des votes dans cette région. Vous dites qu'il n'y a rien d'automatique dans la région Île-de-France. L'accord au second tour avec Claude Barthelone, il est automatique ou il n'est pas automatique? Il se fera, il se fera. Quelles sont vos conditions pour qu'il se fasse? Les conditions, c'est tout simplement d'avoir une volonté de gagner ensemble et donc de partager ensemble un accord programmatique pour cette région, un avenir pour cette région. Alors concrètement, les points durs sur lesquels vous allez vous battre, faire campagne, ça sera... Il y en aura beaucoup, mais c'est notamment comment améliorer la qualité de vie de ces franciliens qui aujourd'hui est quand même assez entachée et amener un développement pour cette région qui soit un développement vivable, écologiste et qui permette vraiment de vivre correctement.
Mais concrètement, vous aviez une ou deux mesures. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous répondre évidemment là-dessus. On a 4 mois de campagne. Ouais. On a un enjeu très important dans cette région qui est d'améliorer les choses sur la question des transports. Les transports, voilà. D'avoir des emplois vraiment locaux, durables et qui amènent aussi une réponse à des jeunes qui sont très peu qualifiés et qui sont en grande difficulté dans notre région. Et évidemment, se battre pour qu'il y ait un rééquilibrage territorial très important. 3 petites dernières questions rapides. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, a reçu 2 fois la présidente de la RATP dans ses locaux à l'hôtel de la Sey. C'est une faute, c'est déplorable. Je ne connais ni l'agenda du président de l'Assemblée nationale, ni les raisons qui font qu'il la reçoit. Mais il peut rester président de l'Assemblée nationale et candidat? Oui, comme Valérie Pécresse peut rester députée. Et, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne cumule pas. Et je suis peut-être une des seules têtes de liste de cette région qui ne va pas cumuler. Je suis uniquement conseillère régionale et vice-présidente de la région. Et moi, je ne mélange pas mes mandats. Et je pense que c'est surtout ça la question qui importe. Bernard Tapie réclame 1 milliard d'euros à l'État. Pour vous, c'est une bonne réclamation ou c'est indécent? Je pense qu'il y a beaucoup d'indécence autour de Bernard Tapie depuis beaucoup d'années. Je n'ai pas regardé le dossier en tant que tel, mais il serait peut-être temps que cette saga se termine totalement et qu'on arrête avec et Bernard Tapie et avec le Crédit Lyonnais. Et dernière question, au Front National, on assiste à une guerre judiciaire entre Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est à la justice de se mêler de la vie des partis politiques? La justice peut intervenir, mais moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que vraiment, dans ce parti, on s'intéresse des angoisses, des expressions qui sont fortes dans notre pays par les citoyens, ou est-ce qu'on s'intéresse à la gestion par une famille d'un parti politique? Moi, c'est ça le sentiment que ça m'a donné, tous ces procès, c'est que c'est une famille qui se bat pour rester maître dans son parti. Merci à vous, Emmanuelle Cos, d'être venu au Talk. C'était le dernier Talk de la saison. Vous retrouverez le 31 août pour la saison prochaine. Et Emmanuelle Cos qui nous a dit qu'il y avait une rupture de confiance avec les socialistes, c'était à eux d'en tirer les conséquences pour la suite. Au revoir.